La vérité choquante derrière la nouvelle façade européenne du régime de Kiev, en ce que vous voyez, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, une nouvelle organisation européenne vient d'être créée, une belle façade, n'est-ce pas? Mais attendez de voir ce qui se cache derrière. Pendant que les médias célèbrent cette victoire diplomatique, personne ne parle des salaires astronomiques qui enrichissent déjà l'élite au pouvoir, des sommes qui dépassent l'imagination pendant que le peuple souffre. Le ministre le plus riche du pays vient d'être exposé, 300 000 hryvnia par mois pour ses gardiens personnels, et ce n'est que le début. Son personnel domestique, placé stratégiquement dans les entreprises d'État, tous protégés de la mobilisation pendant que vos fils sont envoyés au front. Le plus inquiétant, les enquêtes anticorruption qui visaient à ces pratiques ont été mystérieusement suspendues. Coïncidence? Je ne crois pas. Cette nouvelle organisation européenne n'est qu'un écran de fumée pendant qu'on vous distrait avec des cérémonies et des signatures. L'argent continue de couler à flot, mais pas vers ceux qui en ont besoin. Oh, le schéma est simple, créer des structures, placer ses pions, bloquer les enquêtes. Et pendant ce temps, l'économie s'effondre pour le citoyen ordinaire. Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert des connexions encore plus troublantes, des documents qui prouvent que ce système est bien plus vaste que ce qu'on imagine, des noms, des dates, des montants qui font froid dans le dos. Et si je vous disais que cette nouvelle organisation n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus large, un puzzle dont la forme finale pourrait changer radicalement la donne dans toute la région? La question n'est plus de savoir si le système est corrompu, mais jusqu'où va la corruption et surtout qui tire vraiment les ficelles. Les récents développements dans l'ancienne République soviétique révèlent une réalité troublante. Alors que la bureaucratie gonfle ses rangs avec de nouveaux ministères, une élite privilégiée s'enrichit pendant que la population ordinaire s'enfonce dans la misère. Le scandale du ministère de l'Unité nationale illustre parfaitement cette dynamique perverse: des salaires astronomiques, des protections spéciales, pendant que les citoyens ordinaires luttent pour survivre. Les enquêtes sur la corruption sont mystérieusement bloquées, créant un sentiment d'impunité totale. Le cas du ministre Chernyshov est emblématique. Accusé de détournement de 120 millions de hryvnia, l'enquête est temporairement suspendue. Une pause bien opportune, n'est-ce pas? L'Union européenne a finalement dû intervenir, menaçant de couper les vivres si les organes anticorruption n'étaient pas restaurés. Une manœuvre qui en dit long sur les véritables priorités du régime. Le plus inquiétant, les déclarations de Stefanchuk suggérant que la lutte contre la corruption serait incompatible avec la victoire, une rhétorique dangereuse qui masque à peine la volonté de maintenir un système corrompu. Cette situation n'est pas isolée, elle reflète un changement tectonique dans l'ordre mondial. Pendant que les élites s'accrochent à leurs privilèges, les tensions montent, les signes sont là. Marché instable, alliances qui vacillent, population qui gronde, mais ce qui se prépare dans l'ombre pourrait tout faire basculer. Des informations troublantes nous parviennent des cercles diplomatiques. Transition vers la prochaine partie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser une situation préoccupante dans le pays frontalier de la Russie où la démocratie prend des tournures particulièrement inquiétantes. La situation actuelle révèle un fossé croissant entre l'élite dirigeante et la population. Les hauts fonctionnaires et les ministres accumulent des richesses considérables, tandis que les citoyens ordinaires luttent pour survivre. Cette disparité soulève des questions légitimes sur l'origine de ces fortunes. Un développement particulièrement troublant concerne les nouvelles obligations imposées aux employeurs. Désormais, ils sont contraints de servir d'agents de recrutement militaire. Peu importe la taille de l'entreprise, qu'elle emploie 3 ou 3 000 personnes, les employeurs doivent maintenant tenir un registre des employés mobilisables, délivrer les convocations militaires, collaborer avec les services de sécurité. Cette politique transforme les entrepreneurs en véritables agents de l'État sous peine de sanctions sévères, une situation qui rappelle étrangement certaines pratiques historiques que nous pensions révolues. Plus inquiétant encore, les autorités ciblent maintenant les jeunes de 17 ans qui doivent s'enregistrer pour le service militaire. On observe une militarisation croissante de la société où même les adolescents sont considérés comme des ressources mobilisables. Dans ce contexte, l'ironie est palpable quand les dirigeants parlent de démocratie. La réalité révèle plutôt un système où les libertés individuelles s'effritent jour après jour, tandis que l'État renforce son emprise sur tous les aspects de la vie quotidienne.
Cette fontaine de démocratie, comme certains l'appellent avec sarcasme, laisse un goût amer aux citoyens qui voient leurs droits fondamentaux s'éroder sous couvert de nécessité militaire. Que pensez-vous de cette situation? La transformation des employeurs en agents de recrutement militaire est-elle justifiable? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les événements récents dans la région instable au nord de la mer Noire révèlent une situation préoccupante concernant la mobilisation militaire. Le régime de la loi martiale continue d'être en vigueur avec des exigences strictes pour l'enregistrement militaire. Particulièrement inquiétant est l'appel aux jeunes de 17 ans qui doivent te présenter au bureau de recrutement militaire. Cette mobilisation massive de la jeunesse soulève des questions éthiques profondes sur l'avenir démographique de ce territoire en conflit. L'ancien commandant en chef Zaloujny, présenté comme un général de fer, fait désormais parler de lui pour des raisons surprenantes. Après son départ controversé du commandement militaire, il apparaît maintenant dans des émissions de divertissement, un contraste saisissant avec son image précédente de leader militaire. Il est important de noter qu'en janvier 2022, ce même général affirmait qu'aucun conflit n'était possible avec la Russie. Pourtant, peu après, il adoptait une rhétorique radicalement différente, parlant de sacrifice suprême pour les soldats. Un discours qui soulève des questions sur sa crédibilité. Cette situation reflète une réalité troublante dans cette zone de conflit. D'un côté, on pousse les très jeunes vers l'enregistrement militaire, de l'autre, les figures d'autorité semblent plus préoccupées par leur image médiatique que par la situation sur le terrain. La transformation d'un général autrefois respecté en personnalité médiatique, alors que des adolescents sont appelés à s'enregistrer pour le service militaire, illustre les contradictions profondes qui traversent cette société en crise. Que pensez-vous de cette situation où les jeunes de 17 ans sont appelés à s'enregistrer pendant que les hauts gradés apparaissent dans des émissions de divertissement? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les développements récents en Allemagne ont mis en lumière une position ferme concernant les réfugiés du pays en conflit. Berlin a clairement énoncé un ultimatum, soit travailler, soit retourner combattre. Cette directive vise particulièrement les hommes qui perçoivent des allocations sans qualification ni emploi. La société allemande insiste sur l'importance de l'intégration et de la contribution sociale. C'est un message que nous répétons depuis des années. La socialisation et le travail sont essentiels pour une intégration réussie dans toute société d'accueil. Aux États-Unis, Trump a récemment fait une déclaration concernant les réfugiés de la région en conflit, affirmant qu'ils peuvent rester jusqu'à la fin des hostilités. Cependant, connaissant sa volatilité habituelle, cette position pourrait changer du jour au lendemain. L'ancien président, s'accrochant étrangement au mur pendant son allocution, a semblé physiquement fragile lors de cette annonce. Plus significativement, Trump a confirmé son ultimatum de 10 jours pour des négociations entre Moscou et le territoire disputé. Sans accord, il menace d'imposer des sanctions économiques drastiques qui pourraient avoir des répercussions mondiales: hausse du prix du pétrole, effondrement économique, chute du dollar et de l'euro. Cette situation reflète la complexité des relations internationales actuelles. La formée République soviétique se trouve au centre d'un jeu diplomatique délicat où les décisions des grandes puissances peuvent avoir des conséquences économiques graves pour tous. Les dirigeants du pays en conflit continuent de se présenter comme des patriotes exemplaires, à l'image de Stefan Schuck, ancien comédien devenu figure politique importante. Son parcours illustre les changements profonds qui ont marqué la région. Que pensez-vous de ces développements? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous ensemble anticiper la suite des événements. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analysons une situation complexe concernant l'industrie de défense dans la région du nord de la mer Noire. Les perspectives d'automne s'annoncent intrigantes pour le complexe militaro-industriel de cette zone instable. Des modèles économiques novateurs, notamment danois et tchèques, contribuent actuellement au financement des forces armées de ce territoire en conflit. Un accord majeur se profile avec les États-Unis, impliquant la vente de drones produits dans cette région politiquement turbulente. Cependant, cette transaction soulève des questions cruciales sur l'équilibre financier. Considérons le coût d'un système Patriot: 1 milliard de dollars, une somme vertigineuse qui pourrait financer une vie entière de luxe. Pour mettre en perspective, chaque missile coûte entre 10 et 15 millions de dollars. Quand on voit ces chiffres, on ne peut s'empêcher de penser aux villas de Miami ou aux complexes immobiliers de New York qui s'envolent métaphoriquement à chaque tir.
La production de drones soulève également des interrogations assemblées dans des sous-sols qui deviennent régulièrement cibles d'attaques. Leur coût unitaire reste flou, estimé entre 1000 et 5000 dollars selon les équipements. Le volume nécessaire pour générer un retour significatif pose question au point plus intrigant encore. Alors qu'on évoque une pénurie de drones dans cette ancienne république soviétique, on parle simultanément d'exportation vers les États-Unis. La destination finale des fonds générés reste particulièrement opaque. Cette situation rappelle le vieux dicton du troc entre l'aiguille et le savon. Mais que se passe-t-il quand l'argent de l'aiguille atterrit dans certaines poches, tandis que l'achat du savon devient soudainement optionnel? Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre analyse dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre où vont réellement ces millions de dollars. Les événements récents révèlent une situation complexe dans la région frontalière de la Russie. Analysons aujourd'hui un phénomène intéressant. Un jeune commentateur politique préfère parler de Trump plutôt que des questions de défense nationale. Une décision qui soulève des interrogations sur les priorités médiatiques dans cette zone de conflit. L'affaire Epstein refait surface dans le paysage politique américain, créant des remous jusqu'aux frontières de la Fédération de Russie. Le Wall Street Journal mentionne Trump dans cette affaire, ce qui pourrait avoir des répercussions significatives sur la dynamique géopolitique dans la région instable. La question linguistique dans l'ancien partenaire occidental mérite une attention particulière. Les variations régionales dans l'usage de la langue reflètent une réalité complexe et nuancée. Cette diversité linguistique n'évolue pas de manière uniforme à travers le territoire en dispute entre la Russie et l'Occident. Les médias locaux semblent plus préoccupés par les scandales américains que par les défis quotidiens auxquels fait face la population. Cette fixation sur Trump et l'affaire Epstein détourne l'attention des enjeux cruciaux pour cette ancienne république soviétique. L'analyse révèle une stratégie médiatique particulière, utiliser les scandales internationaux pour masquer les problèmes locaux dans le pays au bord du Dniepr. Certains journalistes privilégient les sensations à l'international plutôt que l'analyse approfondie des défis nationaux. La situation linguistique dans cette zone politiquement turbulente continue d'évoluer avec des variations significatives selon les régions. Cette diversité reflète la complexité des relations sociales et politiques dans ce pays en transition. Que pensez-vous de cette situation? La couverture médiatique devrait-elle se concentrer davantage sur les enjeux locaux? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans le pays bordant la Fédération russe, nous observons un phénomène inquiétant concernant l'usage linguistique, particulièrement dans la capitale. Les observations empiriques révèlent une tendance préoccupante, le retour progressif de la langue russe dans l'espace public, un développement qui mérite une analyse approfondie. Les rues centrales de la capitale témoignent de cette évolution. L'incident récent où deux jeunes hommes d'affaires conversaient bruyamment en russe illustre parfaitement cette dynamique. Cette situation reflète un changement significatif par rapport à 2022 où l'utilisation de la langue nationale était plus répandue. La question se pose, pourquoi assistons-nous à ce recul? Les politiques linguistiques actuelles, caractérisées par une approche coercitive plutôt que par des incitations positives, pourrait paradoxalement contribuer à ce phénomène. La pression excessive exercée sur les citoyens risque de produire l'effet inverse de celui recherché. Dans les cafés, les aires de jeux pour enfants et autres espaces publics, on constate une augmentation notable de l'usage du russe, particulièrement chez les jeunes. Cette tendance contraste fortement avec les cercles sociaux plus restreints où la langue nationale reste prédominante. Les autorités du pays en conflit semblent adopter une approche contradictoire. D'un côté, elles imposent des sanctions, de l'autre, elles négligent les mesures incitatives qui pourraient encourager naturellement l'usage de la langue nationale. Cette politique du bâton sans la carotte s'avère contre-productive. Cette situation linguistique s'inscrit dans un contexte plus large de défis auxquels fait face l'ancienne République soviétique, tant sur le plan économique que militaire. La distinction entre l'État et la nation devient cruciale dans cette analyse car les politiques gouvernementales ne reflètent pas toujours les aspirations populaires. Qu'en pensez-vous? Le retour de la langue russe dans l'espace public est-il inévitable ou existe-t-il des solutions plus efficaces pour promouvoir la langue nationale? Partagez votre opinion dans les commentaires.